merci à vous d'être présents ce soir dans cette chaleur caniculaire. C'est pas évident. Ouais, mais là, c'est vrai qu'on est bien en fait, c'est assez agréable. Donc, comme tu viens de le dire, c'est l'ultime rencontre de la saison. Je suis très heureuse de terminer cette année avec toi. Donc, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. En guise d'introduction extrêmement rapide, donc je voulais commencer par cette image, en fait, qui m'a vraiment enchantée ces derniers jours. Alors, je pense qu'on comprend pourquoi. Je l'ai regardée encore et encore. Il y a même une petite vidéo où on entend le bruit de l'eau qui coule, c'est très beau. C'est un détail d'une fontaine publique qui s'appelle la source aux nymphes, que tu as, comment on pourrait dire, verni. Je ne sais pas si on dit ça pour une fontaine dans l'espace public, mais en tout cas qui a été inaugurée il y a à peine 2 mois, dans le canton de Genève à Tonnet. Et là, on n'a pas le bruit de l'eau qui s'écoule, mais évidemment, voilà, avec cette, je la regarde en même temps parce qu'elle est trop belle. J'ai pensé évidemment à l'eau fraîche qui s'écoulait. Enfin voilà, il faisait très chaud, donc l'idée de regarder de l'eau qui coule, ça me faisait du bien. Il y avait vraiment un bonheur physique assez simple et direct comme ça dans cette image qui m'a attiré, un plaisir sensible. Et puis évidemment, comme souvent avec ton travail, après je me suis mise à penser à la canicule. Je me suis mise à imaginer aussi, après avoir discuté avec toi, que peut-être cette eau ne continuerait pas à couler très longtemps librement et gratuitement, ni dans cette commune ni ailleurs. Et puis j'ai pensé aussi à tous les gens qui, pour se désaltérer, doivent embrasser cette fontaine et braver toutes les normes d'hygiène. Ça m'a vraiment réjouie en fait. Voilà, donc coller leur bouche à cette fontaine. Et je sais pas, je me suis réjouie de ton audace et j'ai trouvé que c'était un objet qui manipulait plein de choses contradictoires, un objet complexe. Enfin là, c'est un détail, mais voilà, la sculpture, la fontaine en tant que telle, elle est assez complexe dans ce qu'elle véhicule. Et donc voilà, après avoir regardé cette image, je me suis souvenue du petit texte de communication que j'ai écrit pour la conférence, et j'avais écrit un peu machinalement que ton travail oscille entre 2 pôles. En gros, le rapport au corps d'un côté, pour le faire rapide, et puis de l'autre, des questions plus d'émancipation politique. Et puis voilà, en regardant cette bouche et cette eau qui coule, je me suis dit que c'était un peu bête et idiot d'opposer ces 2 éléments, parce qu'en fait, tu les opposes pas du tout. C'est pas des pôles qui s'opposent dans ton travail, c'est le contraire en fait. Tout ton travail consiste à lier ces pôles dans chaque pièce, dans chaque exposition, dans chaque proposition. Et c'est même ce que je trouve le plus remarquable dans ton travail et ce qui m'intéresse fondamentalement dans ton travail. Donc, voilà, cette idée qu'il peut y avoir 2 entrées très différentes. Là, par exemple, quelle belle eau qui coule, quelle belle fontaine. Et puis, oh mon Dieu, l'eau est une ressource en voie de disparition, dont l'abondance n'est pas garantie. Donc, il y a un double effet comme ça, un peu simultané et qui, je trouve, se retrouve dans beaucoup des pièces. Donc voilà, c'est pour introduire vraiment rapidement ton travail, c'est vraiment autour de ces enjeux, ces connexions en fait entre matière, forme et technique d'un côté, et de l'autre, le rapport critique aux institutions, aux normes et à l'espace public plus largement. C'est vraiment autour de ces jeux de connexion que j'aimerais qu'on puisse échanger aujourd'hui. Et puis voilà, je m'arrête là. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Et peut-être, puisque tu viens d'ouvrir une grande exposition au Grand Café de Saint-Nazaire, je propose qu'on commence par là, en fait, tout simplement, parce que je pense que c'est une très bonne introduction à ton travail. Donc cette expo s'appelle, et je te passe la parole, Ta crème immunitaire. Merci pour ton introduction, Gilles. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Donc oui, je viens d'ouvrir la semaine dernière cette exposition qui s'appelle Ta crème immunitaire, au Grand Café à Saint-Nazaire. C'est une exposition sur 4 salles et qui traverse la pratique, on va dire, avec les dernières pièces sont des gestes qui sont faits directement dans l'espace, des installations in situ, et les premières pièces datent de 2019. Ça embrasse une partie assez large de la pratique, avec des pièces assez volumineuses. Donc là, on voit par exemple une fontaine en cuivre qui est une installation qui fait 8 mètres de long à peu près. Et en regard de ça, il y a aussi une série toute nouvelle de productions de sculptures volantes, qui sont des petites versions miniatures de mes pièces qui sont en fait portées par les médiatrices et les travailleuses du centre d'art qui les portent comme des bijoux. Donc on est dans des échelles très différentes et voilà. Et donc elle s'appelle Ta crème immunitaire.
Ouais, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce titre un peu Ce titre un peu énigmatique. En fait, je l'ai construit un peu comme je construis mes sculptures, avec un travail d'association entre des éléments qui divergent, hein, qu'on n'a pas l'habitude de faire coexister. Donc à la fois ta crème qui est donc un élément cosmétique qui est un corps extérieur qu'on applique sur sa peau et que la peau boit. Et qui est comme quelque chose d'intime comme ça qu'on décide de faire intégrer qui intègre son corps et en coexistence avec une référence au système immunitaire qui est donc quand on naît en fait on n'a pas de système immunitaire et le système doit se former et on doit apprendre à discriminer le soi du non-soi. Ça c'est super. Ouais, je trouvais ça hyper beau de se dire déjà que c'est quelque chose qui doit s'apprendre, que c'est aussi une construction. En fait, l'idée de ce qui nous forme et ce qui est l'extérieur et ce qui est l'intérieur. Du coup, avec ce titre-là, avec ce rapprochement, j'essaye de proposer une expo où c'est question de ce qui est de l'ordre de son propre corps ou de son identité ou de l'autre et de l'extérieur et un petit peu mise en jeu ou mise en crise. Alors peut-être aussi le rapport, alors on le voit pas forcément, bah si là on le voit en fait, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, il se traduit aussi dans l'exposition par le fait que tu as... Donc le contexte c'est celui d'un centre d'art qui normalement devait être en travaux, donc où tu as eu toute liberté pour pouvoir casser un maximum de cloisons, faire des trous dans les murs, dans le sol, dans le plafond et tout ça. Et donc il y a aussi ce rapport quand même de... On fait plus la différence entre les salles, entre l'intérieur, enfin voilà, il y a entre les espaces quoi. Il y a les espaces communiquent entre eux alors qu'ils ne communiquaient pas avant. Tu as fait beaucoup de gestes en fait de cet ordre. Alors je crois que j'en ai mis peut-être là. On ne sait pas si je pense pas que là ce soit un mur. C'est pas juste le squelette du mur à mon avis. Là c'est un. Si. Non, ouais, c'est. Celui-ci il est construit. Mais par exemple là on voit dans les images de montage un mur en train d'être, du placo en fait en train d'être démonté. On voit l'ossature derrière. Mm-hmm. En fait, Sophie Legrand-Jacques m'a invitée à faire cette exposition à un moment spécial de la vie de cette institution, puisque ça devait être la dernière exposition avant des grands travaux de rénovation. Donc j'ai pu travailler avec le lieu avec une grande liberté, là où souvent lors des expositions c'est un petit peu difficile des fois de percer les murs ou de percer un sol parce que voilà ça engendre des coups et puis souvent le bâtiment garde la trace en fait de ces interventions. Et du coup là il y avait vraiment une grande liberté. Du coup j'ai vraiment essayé de traiter ce bâtiment comme un corps et auquel je décide de donner accès à des espaces qui normalement sont invisibles. Donc il y a toute une série de grandes dentelles en cuivre qui sont découpées au laser, qui sont des cuivres oxydés et qui sont comme des pots à travers lesquels on peut percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière la simèse. La particularité du Grand Café, c'est aussi que c'est pas exactement un white cube. Il y a quand même vraiment toutes les traces historiques. Les traces matérielles en fait de la construction du White Cube qui sont encore visibles et qui sont que j'ai essayé de visibiliser avec ces pièces-là. Donc en fait on voit par exemple sur la photo précédente on voit une niche qui est une niche qui a amianté, qui du coup a dû être fermée pour des expositions et qui là est partiellement réouverte. À d'autres endroits, c'est aussi derrière ces dentelles, on aperçoit des portes qui ont été condamnées, des portes qui révèlent des usages passés de ce lieu-là. Donc vraiment une expo vraiment, vraiment contextuelle, en fait, d'essayer de comprendre cet espace à la fois comme un espace d'exposition, qu'est-ce qui fait un centre d'art aussi, donc c'est construction de simèse et comment tout ça a une matérialité en fait assez... là, moi, je trouve ça hyper beau, on dirait vraiment que c'est une installation. Alors, c'est des éléments techniques qui ont été rendus visibles, quoi, remis sur le devant de la scène. Ouais. Donc là, oui, la simèse a juste été démontée. Et ce que je trouve assez beau aussi, c'est qu'en fait, ces dentelles de cuivre, comme tu dis, on dirait, en fait, c'est vraiment le format pictural. On dirait des grandes abstractions. Et en fait, quand on s'approche, on réalise qu'il y a cette transparence et que c'est pas des objets qui sont parfaitement autonomes comme ils ont l'air de l'être, mais ce sont au contraire comme des fenêtres ou des œuvres qui permettent de comprendre le contexte aussi matériel et institutionnel dans lequel elles sont installées.
Ouais, de loin, il y a vraiment un jeu qui se passe aussi dans sur les images, dans le temps de lecture en fait qui est assez long, et on lit d'abord une image lorsqu'on est loin de la pièce, et quand on s'approche, il y a déjà la matérialité du cuivre où en fait on comprend que c'est pas une image mais que c'est une réaction physique du cuivre à quelque chose qui est venu l'agresser, donc du vinaigre ou le protéger, de la cire et du vernis. Et du coup, par un jeu d'agression et de protection, il y a le matériau qui réagit. Et ensuite, en fait, comme c'est une surface ajourée, on voit aussi tout voilà ce qui se passe derrière. Donc là, je m'excuse des photos, mais c'est des... Là, par exemple, il y a les anciennes toilettes des femmes de ce grand café qui a été fermé depuis des années et qui, là, sont réouvertes. Là, c'est des photos de montage, mais il y a ensuite une dentelle de cuivre qui vient par-dessus, qui ferme ce trou en partie. Donc il y a comme avec ces surfaces ajourées, il y a comme quelque chose qui suscite la pulsion scopique. On se rapproche et on découvre des espaces qui normalement sont cachés, qui sont interdits, ou en tout cas dont on a fermé l'accès, et à la fois cette dentelle, elle fait aussi office de grille quand même. Ça en prévient l'accès, et on ne peut pas y accéder. Bah alors justement, comme tu viens de parler de cette pulsion scopique, on pourrait dire que là, c'est une grosse exposition, il y a beaucoup de pièces, et on retrouve en fait ces 3 grands corpus qui constituent ton travail, même si en fait je pense qu'il y a un peu plus que 3 corpus, mais peut-être on va y revenir. Est-ce que tu pourrais justement, peut-être à partir de ces images, mais aussi à partir d'autres images, revenir sur ces 3 grandes séries, donc qui sont les soupiraux. Là je pense que du coup on est un petit peu... je ne sais pas si on peut considérer que ces dentelles de cuivre appartiennent à cette série, ou si toi tu considères qu'elles y appartiennent, mais il y a vraiment cette idée d'une grille qui donne accès sur un autre espace. Et puis les fontaines, bien sûr, et puis pour finir, ces fameux cabinets de contorsion, qui sont comme ces squelettes aussi sur lesquels tu travailles depuis déjà presque 10 ans. Alors peut-être on peut commencer par, je sais pas, tu préfères cabinet de contorsion. J'ai vraiment fait une sélection très rapide pour donner juste une idée de la matérialité de ces pièces, pas forcément d'entrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais en tout cas, dans les familles de pièces, on retrouve des formes qui sont assez différentes en fait. C'est une stratégie que j'ai trouvée pour essayer de sortir du temps de l'exposition, en fait, qui est un temps assez court, et pour pouvoir travailler sur des sujets justement sur un temps plus long. Donc j'ai échafaudé cette stratégie de travailler sur des corpus comme ça qui sont des... donc là pour l'instant il y en a 3 que je nomme, mais évidemment que les pièces communiquent, sortent de ces corpus. Il y a des pièces qui ne rentrent absolument pas dans cette classification ou catégorisation, ce qui pourrait être du coup le côté un peu négatif de cette stratégie, auquel du coup je me bats aussi contre ma propre stratégie. Mais en gros voilà, donc il y a les plans d'évasion qui sont toutes les séries, c'est à peu près en 2019 que ça s'est décide, ouais. Et tu les nommes en fait aussi. Et que je les nomme, voilà. J'ai commencé avec les plans d'évasion, donc qui était cette série de soupiraux. Voilà, là on en a une série d'exemples qui est donc le soupirail, qui est cet élément architectural qu'on retrouve en bas des façades et qui permet d'apporter de l'air et de la lumière à un espace souterrain. Et du coup, j'ai une fascination en fait pour ces éléments-là qui permettent plein de choses. En fait, dans l'exposition, je m'en sers aussi vraiment comme des outils justement pour percer le white cube et donner à voir des espaces techniques, des espaces marginaux, donner accès à ce qui d'habitude est invisibilisé. Et à la fois un pur plaisir aussi du motif. C'est aussi un prétexte pour tester beaucoup de techniques. Donc là, on voit du bois découpé au laser, il y a de la résine, mais j'ai fait aussi en fonte de laiton, en fonte de bronze, en céramique. Les premiers étaient faits en céramique. Et voilà, je m'en sers comme un élément narratif aussi qui permet d'amorcer des histoires, parce que de regarder à travers la grille d'un soupirail vers un espace souterrain, c'est souvent propice à l'imagination. Oui. Et les motifs que tu utilises pour ces
Pour cette série, est-ce que c'est parfois des motifs trouvés, des choses que tu observes, ou c'est vraiment comme ton propre dessin? Enfin, comment ça se passe par rapport, disons, à un corpus de soupiraux qui existe et que tu peux peut-être voir dans l'espace public ou quand tu te promènes dans une ville? Tu prends des notes visuelles ou alors c'est vraiment... Enfin, comment tu les dessines en fait? Alors oui, j'ai une petite collection de photos dans mon portable, mais j'ai pas un rapport systématique à comment le motif est travaillé. Des fois, il y en a des préexistants, des fois, c'est des collages entre plusieurs techniques préexistantes, des fois, on va dire que c'est pas systématique. Est-ce qu'on peut alors revenir sur les autres séries? Ouais. Les cabinets. Du coup, là, c'est les cabinets de contorsion, qui est également dont la première fois où je l'ai fait, c'était en 2019, à la Biennale de Lyon, non? À la Biennale de Lyon et à la Villa Vassiliev. Et c'était un peu au même moment, je crois. Et donc, c'est l'idée de travailler sur une structure, comme ça, un système... d'os qui serait contraint par différents éléments. Donc soit l'élément dans lequel il est montré, donc par exemple un espace d'exposition, ou là on voit un tiroir administratif. Donc de penser des structures osseuses qui se contraignent à un espace et en même temps qui prennent d'autres libertés. Récemment, c'est des squelettes qui intègrent beaucoup d'éléments exogènes du monde animal ou végétal. C'est une pièce que tu as montrée au CAPC il y a 2 ans. Et je trouve par rapport à ce que tu dis sur le squelette qui est contraint par l'espace, là il accompagne l'espace, donc tu as vraiment aussi comme le corps et puis des éléments qui relient ces corps ensemble aussi et qui comme construisent une circulation, mais aussi un flux, enfin je sais pas, un réseau à l'intérieur de l'espace. Oui, ça reprend un peu formellement, ça ressemble un peu à une tuyauterie ou une tuyauterie apparente comme une infrastructure. Comme le squelette est aussi un peu l'infrastructure d'un corps humain, d'imaginer plutôt des infrastructures hydrauliques ou à l'intérieur d'un bâtiment. Là, ce qu'on voit par exemple, c'est fait en quel matériau? Là, c'est de la tige d'acier qui ensuite est sur lequel je viens modeler une résine bicomposante et ensuite c'est peint. Voilà. Et avec un petit ajout exogène aussi, en effet. Et il y a alors la troisième grande série, elle est... Ah non, pardon, je voudrais te poser juste la question du nom de cette plan d'évasion. Voilà, on comprend bien qu'à cabinet de contorsion, c'est vraiment par rapport à cette idée d'être contraint par l'espace et de devoir se contorsionner pour y entrer, ou c'est cette idée de... Je laisse vivre ce titre. Très bien. Alors, laissons vivre ce titre. C'est bien. Et puis oui, tes fontaines, parce que là, il y a aussi un très gros corpus de fontaines. Alors tu m'as envoyé cette image, ma première fontaine. J'ai pas la date, mais c'est peut-être aussi 2019. Ça m'a amusée. Je l'ai laissée dans le... c'est peut-être pas la plus représentative, on peut en regarder une autre. Non, mais celle-là est drôle. Alors, c'est une pièce de 2018 que j'ai présentée. En fait, c'était un accessoire pour une performance. À l'époque, je faisais de la performance. Et là, c'est à la Kunsthalle Basel. Une performance que j'avais fait en collaboration avec Antoine Bellini et qui était une performance musicale. Et on avait fait ce que je considère comme ma première fontaine, qui était en fait un diffuseur d'antidépresseurs. Donc on avait cette grosse bouteille de liquide avec à l'intérieur un petit système qui permettait de transformer ce liquide en vapeur. Et donc dans le liquide, en fait, c'était une décoction de millepertuis. Et du coup, la vapeur diffuse dans l'espace d'exposition cette substance active relaxante. Exact, relaxante et en même temps hyper flippant aussi, puisqu'on ne fait pas le choix du coup de choisir ce soin, il nous est imposé. Du coup, il y a un truc très, très dystopique. Et du coup, j'étais pas hyper convaincue par la forme. C'est un peu comme ça que c'est né lors d'une performance, voilà, où c'est aussi d'autres moyens, d'autres économies, de venir te faire une installation, puis il faut que ça reparte quelques heures après la performance. Mais par contre, j'aimais bien cette idée d'un diffuseur
d'un diffuseur d'anxiolytiques, mais qui soit un objet un peu violent, en fait, d'une fontaine qui est vraiment qui parle du contrôle, en fait. Et du coup, j'ai fait, je crois, je sais pas si on l'a plus tard, mais oui, bah, elle est là, par exemple. Voilà, donc ça, c'est exactement le même principe. C'est aussi de l'antidépresseur, mais là, au lieu que ce soit dans une grosse bouteille, c'est un bassin qui est rempli de 100 litres d'antidépresseur, et il y a donc un bassin autour duquel sur lequel on peut s'asseoir, et ou pas, d'ailleurs, si on... Et c'est cette fontaine, voilà, dystopique qui raconte un peu, qui murmure je dis murmure parce qu'il y a un visage comme ça qui avec une bouche et une main comme ça pour diffuser la substance active et voilà. Est-ce que tu as eu des... moi, je l'ai vu dans plusieurs endroits, je l'ai expérimenté à plusieurs endroits, et je me souviens surtout de l'odeur. Dans mon souvenir, il y a une odeur qui est assez forte. Ou peut-être c'est l'autre qui diffuse du millepertuis qui a une odeur assez forte. Mais je me demandais quand tu parles de contrôle, est-ce que tu as eu des réactions justement de gens qui étaient... Alors non, c'est drôle. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller respirer des anxiolytiques, mais peut-être c'est... Exactement. Ça en dit long sur moi. Je ne sais pas. En fait, les retours que j'ai, notamment du personnel soit qui gardent l'exposition, soit des médiateuristes qui passent beaucoup de temps du coup avec la fontaine, ouais. Et du coup qui inspirent cet air pendant le temps de durée de l'exposition est plutôt positif en fait. C'est pas vécu comme un geste trop intrusif, ce qui m'étonne toujours. Mais après, tu choisis des substances naturelles. Enfin, en fait, je sais pas, on pourrait en reparler, mais dans le rapport à l'idée du Caire, il y a cette espèce d'ambivalence avec quand même une gamme de substances qui sont du millepertuis et des choses de cet ordre qui sont relaxantes, quoi. Mais on n'a pas l'impression d'ingérer un médicament. Enfin, on a plutôt l'impression d'ingérer un produit naturel. Je sais pas. Enfin, c'est évidemment un peu stupide parce que il y a des produits naturels très puissants et qu'on peut pas vraiment distinguer les deux. Mais ce côté nature peut-être adoucit un peu le côté intrusif. Ce que je trouve chouette, c'est que ça coexiste, c'est qu'il y a une première lecture qui est justement plutôt de l'ordre du soin ou d'un soin collectif, aussi juste d'avoir une sculpture sur laquelle on peut s'asseoir ensemble, discuter. Et en même temps, dans une seconde lecture qui est un petit peu plus grinçante, quelle serait la ville qui diffuse des antidépresseurs à ses citoyens, ses citoyennes, plutôt que de l'eau potable. Mais c'est une réflexion qu'on peut étendre à la fontaine de manière plus générale. Et on arrive donc à cette troisième série, qui est donc après les soupiraux, les cabinets de contention, ces fontaines, qui est un objet de recherche assez investi depuis plusieurs années. Et ce qui m'intéresse justement, c'est, je crois, l'équilibre qu'il peut y avoir entre à la fois donner de l'eau potable et en même temps ce que ça induit, et qui est en fait une notion de contrôle, du contrôle de cette ressource, du contrôle déjà de l'humain sur la rivière, de dompter la rivière, de l'emmener en ville, de la réussite de l'organisation collective pour avoir de l'eau potable, chacune chez nous et voilà, à disposition, et en même temps voilà, de sa distribution et donc de son contrôle. Et en fait, quand on étudie... par exemple, j'ai fait une année de recherche à l'Institut suisse de Rome sur les fontaines romaines. Et en regardant de plus près les plans et ce pourquoi il y a tant de fontaines romaines, de fontaines à Rome, c'est notamment parce qu'il y a énormément d'aqueducs qui ont été construits, commandés par tous les papes qui, les uns après les autres, veulent construire un aqueduc qui porte leur nom pour apporter l'eau potable aux citoyens. Donc il y a un truc très symbolique, mais au final, ce que ça produit, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, et en même temps, si on regarde où est-ce que ça arrive, quels sont les quartiers qui sont même encore aujourd'hui sur un plan urbain, quand une ville décide de faire une fontaine à un endroit, c'est souvent assez intéressant de comprendre en fait pourquoi et où. J'avais aussi trouvé hyper intéressant quand tu dis que c'est aussi une mise en spectacle de l'abondance de cette ressource, quoi. C'est-à-dire c'est comme une démonstration de richesse, en fait, de dire on a de l'eau,
On a suffisamment d'eau pour la laisser couler tout le temps. Enfin, il y a aussi cette dimension juste spectaculaire quoi, de la fontaine. Ouais, ça c'est mon interprétation. Le fait que des fontaines publiques qui, à la base, étaient vraiment un besoin, là où il y a de l'eau potable, peut se développer la vie collective, ou la vie tout court d'ailleurs, végétale, animale, voilà, là où il y a de l'eau. Et en même temps, aujourd'hui, on est aussi, et notamment à Rome, avec des fontaines qui sont voilà, spectaculaires. Et c'est mon interprétation, c'est que justement, on garde ce côté symbolique du contrôle, de monstration d'un contrôle sur cette ressource et de l'abondance de cette ressource par la spectacularisation via des fontaines. Avec de l'eau. Donc celle-ci, elle est pas très spectaculaire en fait, parce qu'il y a un petit filet d'eau qui, enfin je l'ai pas vu malheureusement encore en vrai, mais elle est spectaculaire dans ses détails, mais il faut vraiment s'approcher et sinon on pourrait presque passer à côté dans le sens où c'est voilà, elle a la même couleur que les roches alentours, elles se fond vraiment dans l'environnement. Elle est vraiment anti-spectaculaire, on peut le dire, ainsi que d'autres fontaines, parce que du coup moi j'essaie vraiment de prendre en considération ces normes d'existence de ces objets culturels que sont les fontaines et de les déplacer, de jouer avec. Même il y en a certaines, on en parlera après, qui est plutôt comme une sorte d'anti-fontaine. En tout cas, j'essaye. En tout cas, ouais, je vais repartir déjà de celle-ci, qui s'appelle donc Source aux nymphes, qui est donc un mololithe de tuf, qui est une pierre calcaire, qui a la particularité d'avoir beaucoup de petites alvéoles. Et donc, quand il y a de l'eau qui glisse sur ses parois, la pierre se gorge d'eau et garde de l'eau, ce qui permet du coup à tout un écosystème, ou en tout cas d'abord à des mousses, des bryophytes, de se développer sur les surfaces de cette pierre. En observant les fontaines, on voit souvent, notamment sur les fontaines qui sont figuratives, l'eau est déversée par des bouches, souvent des bouches animales ou des. Elles sont pleines de mousse. Voilà, qui au fur et à mesure du temps deviennent aussi des sortes d'écosystèmes en soi, où comme si les bactéries qu'on a vraiment dans nos bouches étaient pousser jusqu'à devenir des petites feuilles, des petites algues, et avec le phénomène aussi, comme il y a du calcaire qui est compris dans l'eau, le calcaire se dépose sur la sculpture qui est souvent faite en pierre et vient la déformer. Et du coup, cette fontaine, elle part vraiment de... En fait, elle vient la déformer si on ne l'enlève pas. Mais en fait, les services hygiéniques des villes, les services Exactement, nettoient régulièrement les fontaines pour enlever ces mousses, ces algues, pour bien garder justement le contrôle sur cette... et enlève aussi toutes les concrétions calcaires qui se forment autour des bouches. Et du coup, là, l'idée, c'était de faire une fontaine qui embrasse vraiment ce phénomène naturel et qui accueille le développement de la vie sur ses parois, quoi. Donc là, ça veut dire que dans le protocole de cette fontaine, les services de la ville ne doivent pas aller la nettoyer Exactement. régulièrement et tout ça. Donc c'est un peu comme la fontaine de Meret-Oppenheim à Berne, ouais. Qui est cette, je sais si vous connaissez peut-être cette fontaine, qui est une immense fontaine au centre de Berne, qui est assez dégueulasse. En fait, elle est géniale. Elle a été pensée pour être de plus en plus recouverte de mousse, de plus en plus difforme. Alors, on ne sait pas exactement si elle a été pensée pour accueillir ce phénomène de pétrification, mais à la base, pour la mousse, en tout cas, je pensais que c'était le cas. Mais... Il y avait des végétaux qui étaient d'autres plantes, en fait, mais qui ont été colonisés par les mousses. Du coup, les plantes qui avaient été plantées par Meret-Oppenheim ont disparu. Et en fait, c'est une grande colonne en ciment autour duquel il y a une circulation d'eau, comme ça, jusqu'en bas. Et aujourd'hui, on ne voit plus du tout la colonne en ciment parce que justement, donc, à cause du calcaire qui est contenu dans l'eau, il y a un phénomène de pétrification qui se fait. Et du coup, il y a du tuf qui se crée, donc la même matière avec laquelle j'ai fait cette fontaine-là, par une succession en fait du calcaire qui est contenu dans l'eau qui se dépose sur les surfaces. Comme ça fait du tuf avec des alvéoles, il y a les petites mousses qui se créent. Le tuf se fait par le calcaire qui se dépose sur ces petites mousses, et voilà, donc en fait ça grandit, c'est comme une pierre vivante en fait.
et qui grandit, qui fait des excroissances un peu, ouais. Exact. Pas contrôlées du tout, quoi. C'est très drôle de voir ça à Berne, en fait. Et l'idée, c'est que cette sculpture se transforme. Du coup, normalement, ces surfaces du coup, vont se verdir. Donc, c'est un peu déceptif lorsqu'on inaugure le parc, lorsqu'on inaugure la sculpture publique. Mais c'est vraiment une fontaine qui est pensée pour évoluer. Voilà, dans le temps. Alors, je vais peut-être avancer un petit peu. On reparlera peut-être de celle-ci. Voilà, je vous montre juste des images de fontaines un peu de différentes matériaux, mais je voulais qu'on discute juste rapidement de ça parce que comme tu vois, il y a ces 3 corpus et je me suis dit il y a quand même une sorte de petite dans l'idée de la sculpture conceptuelle. Je me suis dit la sculpture plugin, il y a quelque chose, voilà, l'idée de la sculpture qu'on plug sur autre chose. Je trouve assez génial. Est-ce que tu pourrais nous parler de Public Plug for Fascist Fountains rapidement parce que t'as parlé de tes recherches à Rome sur les fontaines et donc t'en as aussi arrivé à formuler cette édition, voilà, qui programme un geste d'augmentation. Du coup, effectivement, ça part de ma recherche sur les fontaines, mais c'est pas une fontaine, c'est donc un plug qui s'appelle Public Plug for Fascist Fountains, qui est une collaboration avec le chercheur Ilyas Azzouzi, qui lui fait une recherche sur en gros l'implémentation de l'idéologie fasciste dans la ville de Rome. Et du coup, on a fait une recherche donc, sur une série de fontaines qui ont été inaugurées au début du régime de Mussolini, au tout début, qui ont été faites par l'architecte qui s'appelle Pietro Lombardi, et qui reprennent en fait toute l'iconographie de l'Empire. Donc les SPQR, des boulets, par exemple des colonnes, tout un répertoire en fait de formes qui était vraiment utilisé dans l'architecture et par la sculpture sous l'Empire romain, et dont c'est une des méthodes, on va dire, de l'implémentation d'une idéologie fasciste dans la ville, c'est de se référer très directement à cette iconographie. Bref, je suis un peu peut-être longue sur ce. L'idée, c'était donc de se dire comment on réagit en fait face à ces fontaines. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? On regardait aussi beaucoup, on lisait sur les questions qu'on se pose aujourd'hui face à l'héritage des statues coloniales en France, et la question, voilà, est-ce qu'il faut les déboulonner? Du coup, là, voilà, on se demandait est-ce qu'il faut les boucher ou pas. Et en même temps, nous, on est des artistes suisses en résidence à Rome. Enfin, évidemment qu'on va pas aller boucher Enfin, il y avait un truc comme ça qui faisait pas sens. Par contre, on trouvait intéressant de fabriquer un outil qui permet de se poser ces questions-là, en fait, en tant que personne. Du coup, c'est une édition de 150 plugs en silicone qui ont été faits pour pouvoir boucher ces fontaines et qui étaient distribués avec... qui était distribué gratuitement lors d'un événement à Rome, avec notamment un plan où se trouvent les 9 fontaines de Pietro Lombardi, et également des textes qui permettaient d'expliquer un petit peu quelles étaient ces fontaines et le contexte d'existence de ces fontaines. Alors, en tout cas, je trouve que c'est évidemment important que cet objet, il existe aussi dans un réseau de distribution qui est gratuit, qui est tout d'un coup aussi un geste politique dans l'espace de la ville où je sais pas qui est allé boucher des fontaines, mais ça doit être. T'as des images de fontaines bouchées après? Ouais, oui, j'imagine. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que ça marche pas vraiment, parce qu'il y a un flux continu, et du coup, c'est surtout que déjà, faut s'y prendre à plusieurs, parce que souvent dans ces fontaines, en fait, il y a plusieurs flux sur une même fontaine. Du coup, il faut collaborer pour saboter les fontaines. Et surtout, si on bloque un flux, en fait, le flux va quand même essayer de passer, mais du coup, ça arrose partout tout le monde. Du coup, ça crée de la tension et ça crée des discussions. En fait, les gens s'arrêtent et se demandent pourquoi. Et du coup, finalement, ça marchait assez bien comme outil de médiation pour parler de cet héritage fasciste à Rome. Aussi dans les choses un peu hors série, il y a ces séries de petites bouches qui finalement là pour le coup sont complètement autonomes, qui peuvent être installées partout.
Ça, c'est quelque chose que tu continues. Enfin, l'idée aussi de faire parfois des objets qui ont leur vie finalement indépendamment du contexte dans lequel elles sont insérées. Enfin, peut-être toujours un espace quand même muséal ou domestique, mais enfin, je sais pas, je trouve intéressant aussi de les voir. C'est quand même des bouches, mais voilà, elles sont. C'est vraiment issu de mes recherches et de ouais. des collections de photos comme ça que je faisais des bouches de fontaines à Rome, et notamment au moment où il y a des algues qui se développent ou même des fois des petits escargots qui viennent autour. Et je trouvais ça chouette d'imaginer des sculptures qui représentent comme ça une sorte de baiser antispéciste. Je parlais tout à l'heure des bactéries qu'on a dans notre bouche. C'est vraiment un peu ça que j'essaie de représenter, comme si on zoomait ou un baiser où on aurait un peu plus conscience de tous ceux qui s'embrassent en même temps lors d'un French kiss. Alors. Et tu parlais aussi de... Pardon, je vais peut-être rajouter un petit détail sur le mode d'existence de ces sculptures qui sont du coup beaucoup plus autonomes, qui ne sont pas dans l'espace public. C'est aussi finalement répondre à un contexte qui est celui d'un contexte économique, d'avoir des pièces qui sont beaucoup plus facilement... j'imagine aussi. Oui, ou même déjà pour le transportable ou parce qu'elles sont petites, c'est vraiment des petits formats, elles sont très réduites. Format bisou. Ouais. Alors je voudrais qu'on parle maintenant de ton intérêt pour... j'adore ces photos, je me suis vraiment bien amusée à les mettre. De ton intérêt pour certaines... Enfin, la question de la technique de production, qui sont un endroit important dans ton travail, parce que tu as au fur et à mesure du temps vraiment acquis un ensemble de compétences, mais aussi développé des réseaux avec des réseaux parallèles de fondeurs, ou alternatifs, parallèles, je sais pas, mais alternatifs. Donc autour de la fonderie, de la taille de pierre, par exemple. Je pense que quand t'en parles, on comprend aussi comment, une fois encore, tu connectes ou tu mets en lien des questions de production artistique avec des questions plus larges d'économie, de rapport au travail, de rapport aux normes aussi, de genre, même dans certaines techniques qui prévalent dans l'histoire de l'art. Alors peut-être, si on parle de la fonderie, donc quand est-ce que tu as commencé à maîtriser toi-même ou à apprendre toi-même à fondre du métal? Parce qu'au départ, j'imagine que tu as peut-être travaillé avec des studios, ou alors est-ce que c'est tout de suite un mouvement que tu fais d'apprendre cette technique? Parce qu'il faut quand même avoir un atelier. Enfin, ça nécessite un certain nombre de moyens, quoi, de pouvoir faire sa propre fonte de métal. La première fois que j'ai fondu du métal, c'était lors d'un workshop, en fait, quand j'étais au post-diplôme des Beaux-Arts de Lyon. Et suite à ça, j'en ai plus fait pendant des années. Et c'est assez récemment, je crois, il y a 2 ans, où j'ai décidé de fabriquer ma propre fonderie. Sachant que c'est aussi... fabriquer ma propre fonderie, déjà, c'était m'émanciper d'un besoin d'un apport économique assez important pour pouvoir produire, et du coup qui restreint un petit peu l'expérimentation, parce que comment ça fonctionne normalement pour fabriquer un bronze, par exemple, on fabrique un modèle et ensuite on le donne à un fondeur qui va le fondre, et ensuite éventuellement on revient pour faire une patine, mais on ne peut pas expérimenter avec le processus en lui-même. Or, je trouve ça intéressant d'essayer de... quand je forme, en tout cas, ou quand je sculpte, il y a toujours une première idée, et au final qui quand même est accompagnée par tout un tas de problèmes ou de choses qui ne se passent pas comme on avait prévu, ou en tout cas d'un processus de création que j'essaye de consciemment accompagner, et ce qui fait qu'on n'est jamais dans une illustration d'une idée, mais que c'est toujours un petit peu autre chose. Et du coup, ça permet de faire ça avec notamment le bronze. Donc ça, c'est une fonderie que j'ai faite il y a 2 ans. J'ai rencontré un garagiste qui s'appelle Yannick, et qui avait de l'espace dans son jardin, et qui était OK pour qu'on essaie ensemble de fabriquer une fonderie. Moi, j'avais pas d'espace dans mon atelier, du coup, j'avais besoin d'un espace extérieur, de quelqu'un qui
qui était OK pour accueillir ça chez lui. Ça prend quand même un petit peu de place et ça fait un peu des gaz toxiques, etc. Donc c'est quand même pas le plus facile à accueillir chez soi. mais du coup, on s'amuse et on teste plein de trucs et on fait tout ce qu'il faut pas faire et voilà. Mais je dois dire que la fonderie expérimentale, on va dire, c'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est vraiment un mouvement collectif. En fait, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans une jeune scène de l'art contemporain, beaucoup d'artistes qui se réapproprient la fonderie, notamment plus de l'aluminium que du bronze, parce que l'aluminium, c'est un petit peu plus facile, on est dans des températures de fusion qui sont plus basses. Mais voilà, ça me plaît aussi de m'inscrire dans cette dynamique collective où d'un coup, on s'échange voilà, des modèles de soufflerie pour comment arriver à température. Ça, c'est en Suisse ou c'est un mouvement global? Enfin, ouais, je crois que c'est des gens partout. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, surtout en Suisse, en Italie et en France. Ok. Un autre, alors, et puis aussi c'est vrai que voilà, la fonderie c'est tout de suite on imagine, hein, enfin comme tu disais on imagine le fondeur, les grosses pièces en bronze, c'est hyper intimidant aussi dans le rapport à la production parce qu'en fait tu peux pas te rater quoi, si ton prototype est pourri après voilà t'as des énormes sculptures en bronze très lourdes qui seront là pour toujours pratiquement. Et donc est-ce que tu pour le coup la patine on en parlera après là, attends je vais peut-être pas parler de patine. Oui alors j'ai mis taille du marbre et taille de la pierre en général c'est aussi une technique que t'as expérimenté vraiment dans le sens expérimental, c'est-à-dire que tu as vraiment testé plein de choses et ça a commencé aussi quand tu étais en Italie ou tu avais déjà travaillé avant avec ça parce que tu es allé à Carrare, donc là où il y a les grandes carrières de marbre blanc et noir aussi. C'était pas vraiment prémédité, mais je suis allée en Italie donc pour faire cette recherche sur les fontaines, mais aussi voilà, en tant que on va dire sculptrice intéressée par la sculpture figurative, je me suis dit bon bah voilà, je suis en Italie en résidence, allons au cœur du truc et je vais essayer d'apprendre le marbre. J'ai cherché pendant 6 mois à prendre des cours auprès d'une femme pour apprendre le marbre, j'ai pas trouvé. Mais finalement du coup je me suis fait embarquer avec un Stefano qui vendait du marbre et qui m'a dit un peu genre demain je pars à Carrare, est-ce que tu veux venir là-bas on va trouver les marbres que tu cherches parce que je cherchais depuis des mois plusieurs marbres rouges pour faire des bouches et il m'a dit viens on y va demain et puis du coup je suis partie le lendemain avec Stefano et on a roulé à 120 sur l'autoroute jusqu'à Carrare. Je dis 120 mais non c'était plutôt 140 puis 40 puis c'était un chouette trajet et toute une expérience en fait sociale humaine d'aller à Carrare et de découvrir en fait qu'est-ce que c'est que l'extraction massive de cette ressource naturelle qui est le marbre, sachant que le marbre de Carrare en fait on a une image comme ça qui est véhiculée par l'histoire de l'art d'une ressource qui serait faite pour faire de la sculpture et éventuellement de l'architecture. Effectivement, de l'architecture, plutôt pour faire des salles de bain à New York et des plans de travail à Paris. Mais en fait, surtout, le gros de la production du marbre de Carrare est réduit en poudre directement pour faire du carbonate de calcium, qui est une matière, en termes de tonnage, c'est une des industries les plus importantes sur la Terre. Et en fait, on s'en sert pour faire tout, pour faire du plastique, pour faire du papier, c'est un épaississant, un opacifiant. Et en fait, on peut faire du carbonate de calcium avec beaucoup de choses sur la Terre. On n'a pas besoin de le faire avec le marbre de Carrare, qui est une ressource qui est qu'à un seul endroit sur Terre et dont la montagne est bientôt disparue à cause de cette extraction. Voilà, sans parler de tous les problèmes humains et économiques à travers lesquels les exploitations de marbre sont encore aujourd'hui faites. Mais du coup, c'était intéressant d'aller là-bas pour comprendre quel était mon matériau, pour sortir un peu de l'image qu'on a, fascination pour ce matériau, quoi, qui est hyper noble. Voilà, et en même temps qui est très construit. Pourquoi ce marbre-là plutôt qu'un autre voilà, on ne sait pas. Enfin, si, on sait. Enfin, c'est parce qu'il a une translucidité, il a une translucidité légère qui permet d'imiter en fait la peau humaine. C'est-à-dire que si on met une source lumineuse sous un marbre de Carrare, la lumière le traverse.
Voilà. Mais il y a plein d'autres marbres qui sont absolument magnifiques et qui viennent de partout dans le monde. Quand tu utilises du marbre, c'est plus du marbre de Carrare après cette expérience, ou t'en utilises encore? J'en utilise encore, mais que des chutes. En fait, d'ailleurs, à chaque fois que j'utilise du marbre, en fait, je veux pas faire marcher cette exploitation qui est vraiment mortifère. Également écologiquement, c'est vraiment un désastre. En fait, quand on fait du marbre, ça fait de la poudre, de la poussière, qui en fait se répand sur tout un territoire, qui fait que tous les sols deviennent, en fait, comme on dit, hydrophobe. Enfin, en fait, la poudre se dépose et bouche en fait tous les pores de la terre, qui ne peut plus, qui devient complètement infertile. Bref, c'est immense les dégâts créés par l'exploitation du marbre de Carrare. Du coup, je n'achète pas de marbre, mais par contre, je me sers de petits bouts qui sont en fait des chutes. C'est aussi ce qui me permet d'ailleurs de déconstruire ce qu'on a l'habitude de voir comme sculpture en marbre, les sculptures en marbre de Carrare, ou en d'autres marbres. Elles sont assez massives en général. C'est-à-dire qu'il y a des gros bollocs qui sont donnés aux artistes pour qu'ils puissent faire de grandes sculptures. C'est exactement des petits formats. Ouais. Et là, je prends un peu le contre-pied de me servir de ces chutes et pour faire du coup notamment un ensemble de bouches qui me permet aussi de raconter toutes ces histoires sur cette matière et aussi de déconstruire le rapport hyper mascu. De la force face au bloc, alors que non, moi je travaille avec des petites mèches, un peu plus comme un dentiste fou. Une dentiste folle. Une dentiste folle. Bon là, je vais peut-être passer ça. Alors encore une technique, voilà, ça j'ai trop envie qu'on en parle, c'est la patine au cornichon. Est-ce que tu peux nous parler de la patine au cornichon? Patiner du cuivre avec des cornichons, c'est vraiment super. Mais c'est pas vraiment une. Enfin, c'est du dessin sur cuivre au cornichon. C'est pas une patine qui recouvrirait tout le. Bah, c'est une manière de patiner le métal, effectivement, que j'ai développée, qui est assez simple en fait. Hein. C'est des rondelles de cornichon que j'appose sur du cuivre qui est posé à plat. Et donc, selon le temps où je le laisse, combien de temps je le laisse et si je l'enferme ou pas dans un plastique également pour... Enfin, voilà, différentes... surtout le temps, en fait, combien de temps je le laisse. Et en fait, ça fait des petites... comme des petites perles vertes qui en fait oxyde le cuivre. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec le cornichon, ça me permet à la fois d'avoir l'agent qui est corrosif, qui vient créer l'oxydation, et en même temps le motif donc de ces ronds un petit peu triangulaires qui est typique du cornichon. Ce que j'ai mis, ouais. Ça, c'est assez une belle image. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Laisse les cornichons 2 secondes. Je reprends juste mes notes. Bah, sur la patine du cuivre, si tu veux, je peux continuer un petit peu parce que ce que je trouve drôle de faire ça avec le cornichon, c'est que vraiment ça déconstruit aussi toute l'histoire, à nouveau une histoire patriarcale de savoir technique précise, de composition chimique précise, tenue secrète par les fondeurs ou les artisans patineurs qui sont transmises de père en fils, etc. Du coup, il y a un geste un petit peu subversif de venir faire de la patine métallique avec des cornichons et qui est du coup un savoir qu'on peut tous se partager et qui est aussi très simple d'accès et dans une économie. Cher aussi, parce que c'est des... Enfin voilà, ça coûte pas cher évidemment, des cornichons. Mm-hmm. Et on obtient somme toute des couleurs. Oui, puis ça te permet de dessiner sur le cuivre aussi. C'est vrai que là, on a vu des images au tout début des grandes sculptures, enfin des grandes fontaines en cuivre, et tu as vraiment parfois des motifs sur plusieurs mètres, qui se dessinent comme ça. Ça permet aussi une forme de précision malgré tout avec la tranche qui te permet de faire des dessins, de dessiner vraiment sur le cuivre. Là, je pense qu'en fait, on a, dans les exemples qu'on vient de voir, ces 3 techniques, je crois qu'on comprend bien, encore une fois, comment tu recontextualises les outils que tu utilises. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que voilà, qu'il s'agisse du marbre ou voilà, du travail du cuivre ou de la fonderie, tu l'as assez précisément justement déconstruit dans les enjeux qui sont ceux de ces techniques dans l'histoire de l'art.
je voudrais bien, voilà, justement, qu'on revienne. Enfin, ce qui m'a frappé, en fait, depuis qu'on prépare cet entretien et que je me plonge un peu plus sérieusement dans ton travail, c'est vraiment que. Enfin, j'ai toujours perçu cette dimension critique et tout ça, mais vraiment le côté de critique institutionnelle, je l'avais peut-être pas autant identifié que voilà à travers nos discussions. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup cette manière que tu as à chaque fois de te saisir de toutes les coordonnées institutionnelles. Alors, quand je dis institutionnelles, c'est aussi les normes en général de ces matériaux, de ces techniques de production. On a un peu parlé des titres tout à l'heure, mais voilà, c'est un outil que tu utilises aussi pour ça. Tu as parlé de la médiation rapidement, et je voulais que tu reviennes peut-être justement sur cet endroit où voilà, tu interviens avec, pour le coup, des petites sculptures qui sont des bijoux, mais toujours dans ce rapport en fait avec les personnes qui sont en charge de la médiation de ton exposition et qui donc vont la porter aussi, vont porter tes œuvres et vont porter le discours sur ton travail. Comment t'as... est-ce que tu peux nous parler de cette pièce en fait qui est visible, je sais pas comment on peut dire, mais qui existe en tout cas, qui est portée en ce moment dans l'expo à Saint-Nazaire? C'est une collection de 10 petites sculptures qui prennent la forme de bagues, qui est en ce moment voilà, dans l'exposition Ta crème immunitaire à Saint-Nazaire. C'est la première fois que je fais ces bijoux, en fait, qui sont donc... je les ai sculptés en cire, premièrement, et ensuite, pour le coup, je les ai confiés à un fondeur, parce que pour la fonte d'argent, c'est des techniques que j'ai pas, et notamment des creusets beaucoup plus petits que je ne maîtrise pas. Et donc c'est une série de 10 bagues qui reprennent en fait des éléments de mon travail, donc des soupiraux, des fontaines. Il y a aussi également un petit robinet mitigeur, de l'eau, diverses grilles, soupirails, interrupteurs. Et l'idée c'était de vraiment les faire exister comme des petites sculptures, mais dont en fait, de changer le rapport qu'on a pour les regarder, où d'un coup, on doit les chercher puisqu'elles volent sur les mains des médiatrices. Voilà. Elles sont indiquées comme sculptures volantes sur la feuille de salle ou les feuilles de salle. Comment elles sont? Oui, il me semble. Oui, c'est les sculptures volantes. Il y en a 10. Après, elles ont chacune un nom qui décrit plus la sculpture en elle-même. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter une attention aux travailleuses de l'art qui permettent en fait que l'exposition existe, que l'exposition vive, qu'elle soit vue, qu'elle soit comprise par différents publics, etc. Aujourd'hui, il y a une attention plus particulière, je crois, à la médiation, où j'ai l'impression de relever ça. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était moins important. Il y a 15 ans, encore moins. Et je pense que c'est aussi ce qu'on demande à des institutions, d'aller toucher d'autres publics, etc. Et du coup, le travail, il vit vraiment une sorte de seconde vie. Une fois moi, je l'ai fait, je fais mon exposition. Et ensuite, il est soutenu, il est vécu aussi par donc des différentes personnes qui travaillent dans l'institution. Et l'idée, c'était de développer une bague pour déjà avec aussi cette idée d'une valeur, c'est de l'argent massif, qui se déplace aussi au gré des activités du coup parce que c'est pas que pour les médiatrices. Les médiatrices sont la partie visible de l'iceberg par le public, mais en fait c'est toutes les travailleuses de l'institution qui peuvent les porter, donc les personnes dans leur bureau également en portent. C'est donc une boîte qui est dans leur bureau et le matin, elles peuvent choisir de porter ou non un bijou. Je voulais pas que ça soit non plus un geste autoritaire ou les obliger à porter quelque chose. En plus, c'est quelque chose d'intime. En fait, un bijou, c'est aussi comment on se construit une identité, un style. Voilà, je voulais pas non plus qu'elles soient obligées de les porter, mais si elles le veulent. Tu parles du rapport au public. Je me demandais comment tu te positionnes par rapport à la réception de ton travail. Est-ce que... comment dire? Enfin, il y a vraiment cette idée que finalement, tu peux parler à différents types de publics. Ça, je pense que c'est assez clair. Par exemple, on en avait parlé, mais sur les soupiraux, c'est à la fois ce truc un peu enfantin d'ouvrir un espace et de regarder derrière, parce qu'en fait, on a juste cette curiosité de voir ce qu'il y a derrière, quoi. Mais je pense que c'est très basique. Et en même temps, c'est un discours plus compliqué, non, mais beaucoup plus élaboré sur
les techniques matérielles de production d'un espace d'exposition, cette idée que finalement une expo c'est du placo, enfin toutes les expos finalement c'est des choses accrochées sur du placo, des choses posées au milieu de placo, enfin c'est quand même souvent le cas. Et voilà cette idée que les expos tournent encore et encore dans les mêmes endroits. Enfin, donc c'est aussi l'histoire d'un lieu qui accueille de l'art. Donc il y a un peu ces deux dimensions dans les soupiraux que tout d'un coup t'ouvres sur une autre dimension. Euh, donc cette idée d'un double niveau de réception, j'ai l'impression qu'elle est assez importante dans ton travail, mais est-ce que c'est quelque chose que tu recherches parce que, par exemple, tu vois, quand tu intitules ton exposition Ta crème immunitaire, il y a cette idée de s'adresser directement aussi au public. Enfin, il y a une adresse, tu le prends en compte, quoi. Mais voilà, comment tu le prends en compte? Tu penses au public quand tu fais tes pièces ou pas du tout? Ou c'est plutôt dans un second temps, justement, celui de la médiation, que tu imagines pouvoir faire ce travail, où tu veux laisser vivre les pièces et peu importe les discours qu'on porte sur elles? Enfin, Comment tu abordes cette question? C'est une question difficile pour moi. Je crois pas que c'est vraiment quelque chose que je pense, la réception des pièces. Après, comme j'essaie de prendre en charge, on va dire, les régimes d'existence des pièces et de les déplacer, du coup, forcément, voilà, ça induit une prise en charge de me projeter dans la place du public un petit peu. Mais en tout cas, ça me plaît que les pièces aient aussi... y a beaucoup d'enfants qui aiment bien mon travail, par exemple, et je suis hyper fière de ça, en fait. J'aime bien que ce soit aussi des objets simples, qu'on puisse rentrer en relation de manière très directe, en fait, avec des objets reconnaissables. Voilà, un soupirail, tout le monde connaît une fontaine, des objets publics, en fait. Et après, par un travail de recherche ou plus conceptuel, de venir les déplacer, mais au fond, je m'intéresse à des objets qui sont assez communs. Ouais, donc tu penses que d'une certaine manière, ça parle, ils parlent pour eux-mêmes. Enfin, il y a cette. Non, mais je peux poser la question plus simplement en me disant, est-ce que c'est important, par exemple, pour toi de. J'ai pas lu beaucoup de. Enfin, est-ce que tu écris beaucoup sur ton travail? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que c'est des choses que. Enfin, je sais pas, par exemple, écrire sur ton travail. Là, tu es en train de finalement depuis 1 heure voilà, de nous expliquer plein d'enjeux de ta production artistique. Et est-ce que c'est des choses qui font partie vraiment de la manière dont tu penses je sais pas, ton rôle d'artiste aussi, de devoir ou d'avoir envie, pas de devoir, mais d'avoir envie d'en parler, ou alors finalement c'est pas si important que ça, quoi. Ah si, j'ai beaucoup de plaisir à parler du travail, à échanger et à en apprendre plus aussi grâce aux personnes avec qui je travaille, sur le travail même. Oui, je prends des notes, je lis, j'écris. Donc oui, c'est un travail en parallèle qui est pas visible forcément dans l'exposition. Et j'essaye que ça, à la fin, ça prenne forme, quoi, que ça soit dans une forme. Je fais de la sculpture. Donc je fais pas exister de texte. Il n'y a pas un travail du texte. Du discours, voilà. Voilà, non, pas particulièrement, mais c'est plutôt un travail de l'ombre. Mais... Et puisqu'on on a vu, je pense, dans toutes ces images que ton travail, donc il est quand même souvent pensé in situ, je me demandais vraiment, c'est quoi ta pratique d'atelier, voilà, quand t'as pas une exposition en cours, en train d'être, quand t'es pas en train de travailler sur la production d'une exposition en cours, t'arrives à ton atelier, qu'est-ce que tu fais? Tu lis, tu dessines, enfin, est-ce que t'as une pratique un peu de fond d'atelier ou tu travailles plutôt sur des projets, ou comment ça s'organise en fait? Ces dernières années, tu as eu beaucoup de grosses expositions, donc j'imagine que tu as été prise dans un flux un peu permanent de production, mais je sais pas, est-ce que tu fais des pastels, de l'aquarelle? Non, j'en sais rien, mais c'est une question un peu étrange, mais je pense qu'on peut avoir des habitudes d'atelier aussi qui nourrissent le travail d'une autre manière. Pas forcément, mais s'il n'y a pas de réponse à cette question... Bah là, je dois dire que ces dernières années, c'était vraiment plus des productions pour des contextes particuliers. Mais ça me manque d'avoir une pratique d'atelier peut-être un petit peu plus libre, où je peux faire des pièces qui ne seront peut-être pas montrées, ou à nouveau d'expérimenter ou d'apprendre encore une nouvelle technique. Mais souvent, j'apprends une nouvelle technique parce que je dois faire une pièce ou parce que j'ai envie de faire une pièce, et du coup, je me lance. Et voilà, je ne vais pas d'abord apprendre une technique et ensuite faire une pièce. C'est à travers la fabrication d'une pièce et que j'apprends le marbre ou le bronze. Ma pratique d'atelier,
je collectionne aussi beaucoup de petits objets qui peuplent l'atelier, qui se retrouvent dans les pièces. Par exemple, j'ai une collection de chemises de travailleuses qu'on retrouve dans le... Ah oui, j'ai pas mis d'image de ça. Mais... Dans le cabinet de contorsion, je crois, on a vu un petit peu une image verte au début. Par exemple, ça, c'est des chemises qui sont issues de cette collection, qui est une collection que je fais depuis plusieurs années, où je demande à des personnes avec qui je collabore, avec qui je travaille, souvent c'est sous forme d'échange. Donc je fais un échange et je demande souvent c'est une petite pièce ou quelque chose, et je demande une chemise de travail en échange, et qui viennent ensuite que je découpe, que je transforme il y a des petits rouleaux de ces textiles qui habitent les pièces ensuite pendant des années en fait. Donc c'est une manière aussi de faire perdurer ces collaborations qui à travers le temps en fait et qui sont qui continuent d'habiter le travail en fait pendant plusieurs années, puisqu'elles intègrent cette collection qui devient aussi un peu comme une palette de couleurs, une palette textile. Et tu les utilises, attends, j'ai juste peut-être, tu les utilises dans certaines sculptures, mais sinon, en fait, la plupart, elles sont dans ton atelier et elles existent. Non, la plupart, elles sont déjà découpées, okay. déjà en rouleau, ou alors il reste que les ossatures. Okay. Une grande partie sont déjà sur des sculptures, mais c'est une collection qui est en constante évolution. Ok. Alors, attends. Je crois qu'on arrive presque. Ah oui, si, bah, je voulais absolument qu'on parle de cette sculpture. On n'a pas, frontalement parlé d'écologie ou de rapport comme ça, mais on a parlé beaucoup du rapport au vivant et peut-être aussi, on a parlé du rapport aux techniques, mais il t'est arrivé aussi d'être aussi plus dans une collaboration avec des personnes qui travaillent dans le champ scientifique. Donc tu as fait une résidence au CERN, par exemple, donc vraiment sur des questions de physique de la matière. Et puis, je voudrais qu'on revienne peut-être pour terminer sur cette sculpture qui, là encore, est dans l'espace public, qui, là encore, est, comment dire, complètement connectée à l'environnement dans lequel elle est intégrée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée par un flux souterrain d'eau qui serait amené là, mais elle vient recueillir l'eau qui est dans l'atmosphère. Donc c'est un geste un peu différent des autres fontaines qui finalement sont là aussi pluguées d'une certaine manière sur un réseau de distribution d'eau. Là, c'est pas le cas. Mais celle-ci, elle m'intéresse pour ça et aussi parce que voilà, c'est une sculpture que tu as élaborée aussi en collaboration avec un ingénieur, un spécialiste, alors je sais plus, mais d'un truc hyper précis de la manière des liquides atmosphériques. Des liquides atmosphériques, oui, c'est ça. C'est une pièce qui s'appelle MOM, Moon Cycle Dew Fountain, qui est donc une fontaine qui a été présentée dans un parc public à Genève et qui en fait fait face au jet d'eau de Genève. Et la première chose que je voulais, c'était de faire une fontaine qui était en fait le contraire du jet d'eau, de faire un anti-jet d'eau, une anti-fontaine. Le jet d'eau qui est donc voilà, symbolique de Genève, qui est très spectaculaire à nouveau, qui est très, c'est aussi une prouesse technique, c'est aussi très énergivore. Voilà. Et donc je me disais, je vais faire l'exact contraire de tout ça. Et je vais faire une sculpture qui est plutôt comme un entonnoir, en fait, de recueillir l'eau qui est présente partout, notamment sous forme de vapeur dans l'atmosphère, dans l'air, mais aussi, par exemple, le matin, qui se dépose sur la pelouse de ce parc public sous forme de rosée. Et donc, je voulais faire une fontaine qui soit en fait une fontaine de rosée. J'ai travaillé avec un ingénieur donc, qui a développé une poudre que j'ai déposée là sur ces grandes surfaces métalliques. Et c'est une poudre en fait, qui rejette les UV, qui sont les rayons qui nous arrivent du soleil. Et en fait, on a également des rayons qui nous arrivent de la voûte céleste, en fait, du vide, et qui sont des rayons qui refroidissent la Terre. Ce que fait cette poudre, c'est qu'elle rejette les UV et du coup, ça a pour conséquence en fait, de refroidir ces plaques de métal de 10 degrés de moins que la normale.
Et donc pendant la nuit, en fait, ce que ça fait, c'est que ça accroît la production de rosée. Et donc ça crée à peu près 1 litre de rosée par nuit, qui ensuite est conduit lors d'un tuyau en bronze et qui vient se stocker dans cette sorte de citerne qui prend la forme d'une mamelle et qui goûte comme ça de façon très, très frugale, un peu une goutte toutes les... Ça dépend, parce qu'en fait ça dépend vraiment aussi de si par exemple il y a des nuages, ben, elle n'est pas très productive en rosée, donc c'est complètement dépendant des conditions atmosphériques, exactement. Et ça, à la fin en tout cas il y a une petite goutte de rosée qui tombe dans une oreille qui elle-même est plantée dans le sol, donc la goutte revient dans le sol. Et j'aime aussi beaucoup cette pièce parce qu'elle est comme beaucoup de tes œuvres, elle fait appel à une certaine forme d'attention très précise. Il faut s'approcher, enfin il y a vraiment cette idée de se rapprocher de la pièce et de comprendre vraiment son mécanisme en se penchant. Voilà. On est vraiment au niveau du sol, donc il y a vraiment des gestes de contemplation, enfin les mouvements disons induits par la pièce sont pas ceux qu'on voit habituellement même devant une fontaine normale, mais voilà, se pencher, toucher, cette proximité, ce contact, c'est vraiment quelque chose de très important en fait dans la manière dont on reçoit ton travail en fait. Il faut vraiment s'approcher quoi. Voilà, jusqu'à presque en effet être en contact. Voilà. Avec les bouches c'est évident, mais là c'est un peu la même chose finalement parce qu'il faut vraiment se pencher, être très très près pour voir cette petite goutte quoi. Ou même avec les soupiraux, il faut aussi se pencher. Il y a un truc le focus d'où se fait la vision, qui est très difficile d'ailleurs du coup à photographier. Les photographies de mon travail rendent pas du tout cette expérience qui est différente dans le temps en fait, selon le. Effectivement, là, c'est pas possible d'à la fois photographier l'eau, cette petite goutte, et en même temps les immenses plaques qui permettent de la produire. C'est des rapports d'échelle qui sortent de l'image. Ouais. On peut pas faire d'image de ça, ou je sais pas, ou en tout cas de détails bien sûr, mais je sais pas si je réponds correctement à cette question. Mais justement, voilà, j'avais choisi cette image pour terminer. On passe c'est le cycle de l'eau là depuis la première image jusqu'à maintenant. Peut-être une toute dernière question, parce que voilà, quand on préparait l'entretien, tu me disais que j'avais cette question un peu bête des références, références de sculpture, et je pense qu'on a bien compris que évidemment tu regardes énormément de choses, c'est pas tellement la question, mais tu m'as répondu que finalement plutôt que des références de sculpture, les choses qui te nourrissaient le plus c'était des autofictions écrites par des femmes qui racontent des histoires d'émancipation. Alors je me demande si tu pouvais en dire 3 mots et puis puisque c'est le début de l'été, nous donner quelques conseils de lecture pour terminer. Ah super. C'est vrai que en tant qu'artiste, on me demande souvent. Alors c'est quoi ta référence ? Et d'essayer de référencer le travail. Évidemment, il y en a plein, et en même temps, moi, ça m'intéresse à nouveau de déjouer ça, et j'ai très envie. Et en plus, c'est vraiment ça qui me nourrit, de me référencer plutôt en fait à un corpus littéraire. Et ce que j'aime le plus lire finalement, c'est juste des histoires des personnes qui traversent leur vie en s'émancipant de différents contextes dans lesquels elles se trouvent. Et je crois que c'est ça qui me fait faire ces plans d'évasion, faire des antifontaines, d'essayer de prendre conscience d'un contexte et de réagir en fait pour continuer à vivre. Et donc comme conseil de lecture ou comme le livre de l'été. Non mais voilà, c'est peut-être une question stupide, mais je trouvais drôle. Non, alors comme des grands classiques sur lesquels je me réfère, il y a par exemple les Argonautes de Maggie Nelson. Et sinon, comme chose plus récente, Être pourpre de Kim de l'Horizon, et d'une plus jeune autrice, c'est Johanna Blanc qui a écrit Les Déserteuses. Ok. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi, Gilles. Voilà. Maintenant, c'est à votre tour si vous avez des questions.
Merci. On n'a pas parlé d'une série d'œuvres qui revient dans son travail. J'étais intéressé d'en voir une à Saint-Nazaire, qui sont presque des ready-made, qui sont les lampadaires. Mhm. Je veux savoir si tu voulais nous en parler. Oui, voici typiquement une pièce qui revient et qui en même temps ne fait pas partie de ces 3 séries et qui est pourtant un geste auquel je tiens, qui a eu différents titres, qui s'appelait 6 Dum en référence à 6 heures du matin. Et là maintenant, mince, je ne me souviens plus comment il s'appelle. J'ai ouvert l'exposition il y a 3 jours, donc c'est des réverbères publics où en fait que je récupère dans les villes dans lesquelles j'expose. Donc il y a un parc comme ça de réverbères publics à l'abandon dans les villes en fait, parce qu'il y a une directive européenne qui date maintenant déjà depuis longtemps, mais qui demande de changer tout l'éclairage public pour passer à la LED. Et donc, généralement, les municipalités en profitent pour changer le design, y compris des réverbères, plutôt que de refaire juste le système électrique. Également, on s'en doute aussi pour des questions justement de marquer un contrôle ou en tout cas de changer l'espace public. Si on investit sur le changement à la LED, ben voilà, on va également en profiter pour changer le design. Donc du coup, c'est des objets qui sont un peu à la limite de disparaître, et en même temps, pour la plupart, il y en a encore dans les villes. Et en même temps, je les montre renversés, comme ça, avec un geste assez simple de demi-révolution d'un espace public. C'est un petit peu comme une fontaine aussi, c'est quelque chose qui diffuse un bien public et en même temps, du coup, qui le contrôle. J'ai toujours pas retrouvé le nom de la pièce, donc décidément. On va s'arrêter sur cet oubli. Merci beaucoup. Merci.